Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. En tant qu'entreprise, quand on débute une démarche RSE, les actions que la direction et les membres du COPIL RSE sont nombreuses à mettre en place. Valider des enjeux stratégiques liés aux ODD, les objectifs de développement durable qui ont été signés lors de la COP 21 et l'accord de Paris de 2015, impliquer l'ensemble des collaborateurs, challenger le cycle de vie des produits ou des services proposés, remettre en cause les process en cours, etc. Les actions sont nombreuses, mais il y en a une qui est bien indispensable, c'est celle de suivre les indicateurs. En effet, comment savoir où aller si on ne sait pas d'où l'on vient? Et comment s'assurer que son business model ait un impact positif pour l'accélération de la transition écologique? Eh bien, en février 2024, j'ai suivi un webinar organisé par l'entreprise Zeil avec deux magnifiques invités. Fabrice Bonifay, qui est le président du C3D et directeur de développement durable QSE du groupe Bouygues. Et puis Arthur Aubeuf, qui est cofondateur de Team for the Planet, où j'ai eu le plaisir d'avoir Emma en épisode à enregistrer, si vous voulez écouter, sur l'innovation et la sobriété ou sobriété pour accélérer la transition environnementale. Donc c'était une belle animation par le fondateur de Zeil, Noël Boza. Et une de mes clientes aussi m'avait également parlé de cette plateforme. Donc ça m'a naturellement donné envie de creuser, de savoir qui était Zeil et d'en savoir davantage, notamment sur les obligations de mesure d'impact des entreprises. Bonjour Noël. Bonjour Diane. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à être là aujourd'hui en face de moi? Voilà, tout ça d'un coup. Oui. Alors pour me présenter, donc je suis Noël Boza, fondateur de la startup Zeil, que j'ai lancée à la sortie de mes études, qui est une plateforme justement qui, peut-être on va y venir un petit peu après, mais qui permet d'identifier les bons enjeux, les bons indicateurs à suivre pour piloter tout ça au quotidien de manière extrêmement efficace et pourquoi pas être capable, grâce à ces données, de pouvoir se transformer, améliorer son impact et réfléchir à son business model, tout en valorisant le résultat final auprès des parties prenantes, que ce soit les salariés ou les talents. Donc là, tu te présentes déjà Zeil avant de te présenter toi. Et parce que je suis Zeil, que voilà, toute ma vie c'est Zeil. Et donc pour moi c'est assez rapide. En fait, j'ai pas un historique très chargé avant Zeil parce que j'ai commencé à travailler sur le projet pendant que j'étais encore étudiant. Chez les méchants des écoles de commerce, voilà, qui normalement à l'époque en plus ne faisaient pas beaucoup de RSE. J'avais étudié ça au démarrage parce que le sujet de la durabilité m'intéressait beaucoup, parce que j'ai pas mal d'intérêt pour les sciences. Je me suis rendu compte très vite à quel point c'était indispensable et que si on n'accélérait pas les transitions environnementales et sociales, c'était pas les ours polaires qu'on allait perdre, c'était potentiellement notre civilisation, notre confort et potentiellement la vie sur Terre. Et donc j'avais commencé à m'intéresser pendant mes études et en me creusant un petit peu la tête, en essayant d'étudier pourquoi est-ce que les entreprises et les individus et les politiques n'arrivent pas à aller assez vite sur les sujets, je me suis dit que j'avais peut-être mis le doigt sur une piste à l'époque. Et en bossant dessus pendant 2 ans, pendant que j'étais encore étudiant jusqu'au master, j'ai eu la chance de gagner un petit concours d'entrepreneuriat qui m'a permis de gagner 3 000 euros de subvention. Je me suis lancé à la sortie de mes études. Et 8 ans après, voilà, on est toujours là. Ouais. Voilà, donc c'est ton rêve qui est devenu réalité en se disant, t'as eu une intuition à l'époque, tu t'as suivi... C'était pas du tout mon rêve à la base de lancer une entreprise. Mais tu t'es dit, il y a un truc à faire. Enfin, par rapport à la planète, par rapport aux enjeux environnementaux, il y a un truc à faire. Je me suis dit pourquoi en fait ça n'existe pas et en fait en mettant le nez dedans, je me suis un peu passionné pour le sujet. J'ai creusé, j'ai développé des trucs et je me suis dit mais il faut le tester.
Et il faut le tester. Au démarrage, franchement, je pensais qu'il allait y avoir 2% de chance que ça allait marcher, surtout que j'avais ni équipe ni budget. Je me suis dit, ça coûte rien, et puis au pire, ça sera une bonne expérience. J'ai eu beaucoup de chance, et au final, on en est là, et après 8 ans. Donc aujourd'hui, Zaï, c'est combien l'équipe, combien de clients, quel type de clients? Alors, aujourd'hui, Zaï, concrètement, donc on a lancé la solution pour entreprise avec une version bêta développée fin 2019, début 2020, et aujourd'hui, on est 27, avec 1 à 3 personnes qui rejoignent l'équipe par mois. On a 6800 entreprises utilisatrices et plusieurs centaines de clients, gens qui ne vont pas être utilisatrices, mais bénéficier d'une licence d'un client. Voilà, donc c'est un peu technique, avec des centaines de nouveaux inscrits par mois, et on bosse avec le gouvernement français, avec BPI France, avec des cabinets de conseil français, des entreprises en direct en France et en Europe, et avec un beau développement. La plateforme s'est plutôt bien imposée sur le marché pour suivre tous les indicateurs RSE. Entre autres, pour suivre les indicateurs RSE, c'est ça. Bon, alors justement, au-delà des indicateurs RSE qu'on peut suivre, que propose Zaï? Alors, suivre les indicateurs RSE, en fait, c'est presque l'étape numéro 2, et c'est pas tant le grand problème des entreprises aujourd'hui. Un des grands sujets et des grands obstacles à la démocratisation de la RSE d'entreprise, c'est que la première étape qui consiste à comprendre ces enjeux pour ensuite traduire les bons enjeux en indicateurs, c'est une étape qui en général coûte assez cher. L'état de l'art, c'est avant tout les consultants. Un consultant, ça coûte entre 700 et 1500 euros au jour homme. C'est très bien parce que c'est sur mesure, mais ça peut coûter 15 000, 50 000, 100 000 euros pour les très grandes entreprises. Là, tu parles de toute la phase en amont de maîtrise de matérialité, de définition des enjeux. Exactement. Alors, ça revient à comprendre quelles sont les thématiques importantes pour son secteur par rapport au périmètre de l'entreprise, parce que chaque entreprise va avoir un périmètre différent. Suez, c'est à la fois de l'eau et c'est des déchets. De Marmotte, c'est des tisanes, mais ils ont leur propre site de production. Et chaque entreprise va avoir un périmètre, des spécificités, une activité, une taille qui va être différente. Et ça demande beaucoup de travail pour comprendre, en fonction de cette activité et ce périmètre, quels vont être les impacts de l'entreprise. Comprendre, est-ce que cet impact est important ou pas par rapport au secteur. Je suis dans l'agriculture, l'enjeu de mon activité, de mon secteur sur l'eau, la biodiversité est très important, même plus important que le climat. Par contre, je suis énergéticien, le climat est de très loin devant. Et ça, ça se fait pas une fois par secteur et c'est bon, on a fini, ça se fait une fois par entreprise. Et donc ça, c'est un métier qui coûte cher. Et malheureusement pour l'entreprise, cette première étape, elle a un ROI, une rentabilité de 0. C'est je paye de l'argent pour comprendre mes enjeux. Si c'est bien fait, normalement, je vais traduire ces enjeux en indicateurs. En objectifs qui vont se décliner derrière en indicateurs. D'abord en indicateurs pour évaluer et faire un diagnostic. Et une fois qu'on fait le diagnostic, mettre des objectifs et un plan d'action. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra commencer à communiquer. Donc en fait, cette première phase coûte très cher parce qu'elle est artisanale. Elle n'apporte rien à l'entreprise qui se retrouve avec une série d'indicateurs en effet et d'enjeux qui ont été priorisés, mais qu'elle va devoir, encore une fois, mettre des ressources pour aller mesurer ces indicateurs, faire un état des lieux, faire un diagnostic, se poser les questions de quels objectifs je vais mettre en place, et une fois que j'ai progressé, que j'ai mesuré un impact concret dans ma stratégie, pouvoir valoriser le résultat. Et c'est à la fin de la chaîne qu'on a le ROI, qu'on a le gain de compétitivité RH ou commercial. Donc ce que fait Zaï, et c'est notre cœur de métier historique, c'est là-dessus qu'on a travaillé pendant des années avant de lancer la plateforme, c'est une matrice, c'est pas un IA, parce qu'il n'y a pas besoin de faire une IA et on met des IA partout, ça sert à rien. C'est une matrice qui fait 300 000 cases et qui va être capable d'aller identifier pour n'importe quelle entreprise, en fonction du secteur, de la taille et des spécificités, tous les enjeux importants qu'on va prioriser, et on va traduire chacun des enjeux en indicateurs précis, adaptés au cœur de métier, pour que l'entreprise fasse très facilement son diagnostic. Donc c'est pas 200 indicateurs communs à tout le monde, quel que soit le secteur et la taille, c'est entre 30 et 70 indicateurs générés sur mesure. Et on a un niveau de précision avec notre technologie qui est de 585 millions de résultats possibles. Donc c'est 230 activités fois 10 tailles d'entreprise fois 2 puissance 18 spécificités sectorielles. Donc en gros, on génère du sur-mesure aussi précis qu'un cabinet de conseil, mais c'est automatisé à l'inscription. Donc
le démarrage de ce que fait Zei, avant de parler d'indicateurs, c'est qu'on baisse au maximum le coût à l'entrée d'une stratégie RSE pour comprendre, prioriser les enjeux, se retrouver avec les bons indicateurs et évaluer. Et c'est là que Zei utilisait en effet pour faire ce diagnostic, pour identifier les différents indicateurs, puis se mettre dans une démarche de pilotage, de progression et en bout de chaîne de communication. Et sur la communication des indicateurs, on va fonctionner un petit peu comme un genre de Yuka de la RSE, avec des vitrines digitales, pour rendre la donnée enfin comparable, communicable, et que ça apporte un gain de compétitivité RH ou commercial à l'entreprise qui valorise le résultat final. Et puis pour rester sur une communication responsable et un peu éthique avec des preuves, parce que du coup là il y aura des éléments chiffrés, factuels. On vérifie. Exactement, sur lesquels on peut communiquer derrière. C'est ça. Ça en tout cas c'est le process, c'est le métier historique de Zei et c'est le process qu'on applique pour les entreprises qui démarrent dans la démarche. Mais il y a un deuxième cas de figure qui est peut-être encore plus problématique que le premier quand on parle d'indicateurs, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont déjà un petit peu structurées, les entreprises d'une taille de, on va dire, 100 salariés et plus ou 250 salariés et plus, en fait, ne sont pas en train de se demander quels indicateurs je dois suivre. Elles sont en overdose d'indicateurs parce qu'elles reçoivent le questionnaire EcoVadis, le B Corp, les ISO, la CSRD qui arrive et qui va rajouter plus de... On en parlera tout à l'heure. 1800 indicateurs différents, donc ça va faire mal. Les questionnaires ESG des fonds d'investissement, les questionnaires ESG des clients. Et là, les équipes RSE, en fait, sont noyées par dans le reporting. Des reporting, dans des Excel avec 20 onglets, avec la double saisie dans tous les sens. Et ils n'ont pas le temps de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la transformation de leur impact, de leur modèle, de leurs produits, de leurs services, voilà, pour générer un impact positif. Qui et donc, on adresse les deux. Voilà, c'est ça. Ouais, on est d'accord. Donc, plein d'avantages, du coup, sur cette plateforme de simplification de tout ça. Est-ce qu'on peut parler prix ou là aussi c'est du sur-mesure? Comment ça se passe? Ça dépend de la taille de l'entreprise, mais en gros, ça va commencer à 2 000 € par an pour les toutes petites entreprises qui vont justement se lancer jusqu'à la partie communication. Pour les grandes entreprises, ça va coûter un petit peu plus cher, mais en fait, le prix de Zei est rentabilisé dès la première année. Parce que quand on parle de tous les référentiels réglementaires, non réglementaires qu'on va intégrer dans l'outil, en fait, on va harmoniser, aligner tous ces référentiels entre eux pour générer des calculs automatiques entre toutes ces données, éviter de le faire à la main et surtout éviter la double saisie. Quand je fais mon bilan carbone ou ma calculette carbone, ça alimente mon EcoVadis, qui alimente ma CSRD, qui alimente mon questionnaire ESG de mes fonds d'invest. Mon donc, ISO 14001, voilà, 50001. Parmi les centaines de référentiels qu'on peut intégrer dans l'outil et qu'on harmonise. Donc en gros, ça va me coûter peut-être 15 000 €, 20 000 €, 30 000 € pour les plus grandes entreprises. Mais derrière, je vais économiser 1 ETP, 2 ETP. Et donc en fait, dès la première année, normalement, Zei est rentable. Même s'il reste peu cher par rapport à d'autres outils sur le marché. Je vois. Ok. Bon, après, de toute façon, tes coordonnées et le lien de Zei sera dans le descriptif de l'épisode. Ouais, désolé, donc, ça fait très vendeur de tapis, là. Bah, on est obligé de commencer comme ça pour essayer de comprendre un peu ce que tu fais. C'était le deal aussi de mon épisode avec toi, forcément. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le concret, à date, dans le concret, d'obligations aujourd'hui. Quelles sont les obligations de mesure d'impact, donc toute la partie ESG, en fonction de leur taille, des secteurs d'activité, ou plus ou moins aussi quelles sont les échéances à anticiper pour les boîtes? Et là, je pense au CSRD que tu as évoqué juste avant. Alors, ce qui existe jusqu'à maintenant, avant tout, on va avoir le bilan carbone pour toutes les entreprises françaises de plus de 50 salariés. On avait également la DPEF pour les entreprises de plus de 500 salariés, donc qui était liée à la loi NFDR. Mais la DPEF, en fait, était assez flexible dans le choix des enjeux, des indicateurs qu'on va formaliser, même si les entreprises étaient quand même incitées, quand c'est possible, à prendre des standards comme le GRI, par exemple, pour essayer de cadrer un petit peu ce qu'on mesure et comment on va le mesurer, avec quelle formule de calcul, pour essayer d'avoir une donnée qui est comparable. La grosse révolution, en ce moment, c'est le passage de la DPEF à l'ancienne, à la papa, à la CSRD. Et la CSRD, c'est un peu un tsunami pour beaucoup d'entreprises. Alors déjà parce qu'elle va plus toucher uniquement les entreprises cotées et les entreprises de plus de 500 salariés, elle va toucher les entreprises de plus de 250 salariés qui atteignent aussi certaines valeurs en nombre de chiffre d'affaires et de résultats nets. Donc en fait, ça
on va se retrouver avec des ordres de grandeur de différence d'entreprises en plus qui vont devoir commencer à s'y mettre et plus pouvoir le faire sur un Excel. Et une des innovations de la CSRD, c'est qu'elle elle impose de parler de certains enjeux et de certains indicateurs, mais qui vont être très cadrés de manière très précise. On n'est pas sur parler de la biodiversité avec les indicateurs que vous souhaitez. Ça va vraiment spécifier les formules, les indicateurs, la manière dont on va arranger ça dans le rapport final, pour essayer d'uniformiser un petit peu et donc rendre comparable deux rapports entre deux entreprises du même secteur. Donc ça, c'est déjà un bon début, même si ça fait un peu grincer des dents parce que beaucoup d'entreprises se retrouvent avec des façons d'évaluer des indicateurs ou des enjeux qu'elles n'avaient pas l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et là où c'est assez intéressant, c'est que la CSRD impose de divulguer des informations sur les enjeux que l'entreprise considère comme étant matériels. Matériel à la fois parce que c'est important pour l'entreprise d'un point de vue financier, est-ce que je suis pas trop à risque, s'il y a plus d'eau, est-ce que je peux toujours faire des bouteilles de coca, mais également est-ce que mon entreprise qui fait des bouteilles de coca a une influence sur l'eau. Et donc si jamais il y a un impact de l'environnement ou de l'enjeu sur l'entreprise et ou un impact de l'entreprise sur l'enjeu, alors il va falloir qu'on divulgue le sujet. Ce qui veut dire que le volume de données que les entreprises vont devoir divulguer demain devrait être entre x3 et x20 par rapport au rapport qu'on faisait jusqu'à maintenant, avec des formules qui changent et une méthodologie de réalisation de la double matérialité en amont pour que l'entreprise doive elle-même définir ce qu'elle va devoir divulguer ou non, qui sera bien sûr validé par les CAC et les auditeurs à la fin. Donc ça met un petit peu d'ordre dans ce Far West qu'on avait avant, qui était tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut et puis personne n'ira voir, personne n'ira comparer. Et maintenant ça structure. On est en phase de transition vers la CSRD. Ça va professionnaliser la donnée. Les gens vont devoir s'équiper d'un outil, direction RSE, et plus simplement faire un truc sur Excel où on appelle les petits copains pour aller récupérer la donnée et le PDF une fois par an. On va vraiment rentrer dans quelque chose de cadré. Ça sera un coup dur au démarrage pour l'entreprise, mais pour la société civile et pour l'atteinte de des enjeux environnementaux et sociaux en tant que civilisation, c'est une innovation européenne qui risque de faire beaucoup de bien, parce qu'on peut très bien envisager demain avoir des comparatifs très précis, vérifiés de quelle est la banque qui a le meilleur impact quand je mets 1 000 € d'épargne. Quel est le distributeur qui a le plus de produits végétariens dans son rayon protéines, par exemple. Et ce qui permettra à n'importe quel consommateur, acheteur, investisseur, d'avoir enfin une information suffisante pour pouvoir utiliser son pouvoir d'influence, en quelque sorte, pour encourager les meilleures entreprises et forcer les entreprises qui sont un peu à la traîne et à la ramasse sur la RSE à s'y mettre, pas parce que c'est une question de réputation, mais c'est une question existentielle pour garder les talents, attirer toujours des investisseurs et gagner ou garder les parts de marché. Et c'est ça, là t'en viens directement à globalement quels sont les avantages ou les freins pour une entreprise de se dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Là globalement elles n'auront pas d'autre choix que d'y aller, en tout cas d'aller dans une démarche RSE et de suivre ces indicateurs-là. Alors après ils mettront en place peut-être que l'aspect financier, mais forcément ils seront rattrapés par tout le reste, ne serait-ce que comme tu l'évoquais, le côté en tant que consommateur, on a besoin d'avoir un discours transparent de la part des marques, des entreprises, et de se dire on veut savoir ce qui se passe et quel est l'impact de l'entreprise vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des droits sociaux. Alors je ne sais pas s'il y a aussi ce volet-là qui est intégré, mais il y a ce côté-là. Et c'est vrai que je le dis. Je le dis de temps en temps. J'ai toujours ce souvenir, alors t'es encore jeune, mais peut-être que tu l'as en mémoire, de Kodak qui est disparu, alors que moi ça a baigné toute mon enfance de photos, de photographie, et qui a disparu parce qu'ils n'ont pas pris le virage du numérique et du digital. Et là, je suis persuadée qu'il y a des boîtes, mais peut-être aussi des mastodontes aujourd'hui,
qui n'auront pas pris suffisamment la mesure et l'ampleur de tout ce qui se passe et qui peut-être dans 5 ans, 10 ans vont disparaître. Toi, ta vision là-dessus, c'est quoi ? Alors, oui et non. La CSRD ne sera pas suffisante pour y arriver parce que la CSRD, en fait, impose de divulguer des informations, mais malheureusement, actuellement, dans les indicateurs qui sont demandés par la CSRD, on va demander des valeurs absolues la plupart du temps. Quand je parle de valeurs absolues, c'est par exemple, on va émettre tant de tonnes de CO2, on va consommer tant de litres d'eau, on va consommer tant de mégawattheures d'énergie renouvelable ou non renouvelable, ou tel tant en pourcentage. Ou par exemple, on a tant d'accidents du travail, ou dans le cas de la biodiversité, on a tant de superficies qui sont artificialisées, par exemple. Et en fait, on est sur une valeur absolue. Donc il faut avoir ces valeurs-là parce que ça permet de comprendre une ampleur. Sauf qu'en fait, une valeur absolue seule, elle n'est pas suffisante pour comparer. Si jamais je veux comparer, sur cette table en bois, je veux comparer quelle est la table la plus durable. C'est pas en regardant que Ikea émet 10 milliards de tonnes de CO2 et but en émet que 20 000 que j'aurai l'information si est-ce que la table d'Ikea est plus durable que la table de but. Pour faire ça, il faut relativiser la donnée et mettre un dénominateur commun. Soit c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires, soit c'est par produit vendu. Quand je suis dans l'énergie, c'est par mégawattheure. Si jamais je fais du transport de passagers, c'est par passager transporté sur 1 kilomètre. Et ça, la CSRD, malheureusement, ne va pas encore jusqu'à ce niveau de détail, de relativiser une valeur absolue pour qu'elle soit comparable, en quelque sorte. Uber pourrait dire, j'ai 10 000 tonnes de CO2. D'accord, mais moi, en tant que passager, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne ce taxi ou ce Uber ? Il faut que je regarde à la course. Ça, c'est pas suffisant. La CSRD nous permettra d'avoir les données qui permettront demain d'avoir le numérateur et potentiellement le dénominateur pour arriver à générer ces intensités, ces ratios comparables. Mais la CSRD seule ne va pas nous permettre d'arriver à ce niveau de détail suffisant. Mais mon point de vue, c'est que je suis certain que demain, des Yuka ou des solutions alternatives vont aller capter cette information qui va être disponible en open source par l'Europe pour générer des comparatifs basés sur ces dénominateurs communs pour rendre cette information transparente au grand public. Nous-mêmes, on a nos propres indicateurs communicables et ce qu'on vient faire, c'est justement pour chaque cœur de métier, trouver la bonne manière de comparer pour qu'on ne partage pas des volumes, mais des intensités, pour rendre la donnée comparable entre deux entreprises. Mais au-delà de ça, il y en aura des centaines de mains qui vont sortir et qui font ça, et ça risque d'être une bonne révolution. Mais au-delà de ça, au-delà de la donnée qui est comparable, un peu comme Kodak en effet, qui n'a pas vu le vent venir et qui est mort, tout simplement. Il y a une autre raison pour laquelle les entreprises qui ne s'y mettent pas maintenant et qui profitent pas de la CSRD pour se transformer, c'est que dans tous les cas, on va être forcé en tant que civilisation à devenir plus sobre. Parce qu'on a atteint les pics de tout. Les pics d'énergie, les pics de matières premières, les pics de ressources. Et en fait, que ce soit en Europe ou ailleurs, on va faire autant avec moins. Parce qu'on n'a pas le choix. Une limite physique. Donc, les premières entreprises qui se diront « Ok, maintenant que je commence à mesurer ce que je vais me dire comment je fais mieux. » Et c'est pas comment je fais mieux uniquement en consommant moins de ressources pour un même résultat, c'est comment je fais mieux en transformant les produits et les services que je vende pour que eux-mêmes soient plus sobres dans leur utilisation, pour qu'ils améliorent la sobriété de mes clients. Ça, on est d'accord. J'en parle, non pas à tous mes épisodes, mais pas loin, cette notion de transformation du business model. L'impact de modèles régénératifs. Complètement. Parce que comme demain, dans tous les cas, on n'aura pas le choix, c'est pas que tout le monde deviendra écolo, c'est qu'en fait, tout le monde devra être écolo parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est physiquement limité. Alors, les premières entreprises à avoir innové en développant ces innovations de produits et de services seront les solutions et les innovations les plus matures sur le marché, avec le plus d'expérience, de test and learn. Et donc, ce seront les grands gagnants de la révolution de sobriété qui sera soit choisie, soit imposée demain. Et ceux qui continueront à faire des trucs peu sobres, vendre des produits ou des services qui n'améliorent pas l'impact chez leurs clients, en fait, vont tout simplement mourir parce qu'on n'aura pas assez de ressources pour faire tourner ces produits et services. Et les champions de demain seront ceux qui ont commencé à se poser ces questions de modèle régénératif et modèle impact. Ouais. on est d'accord sur ce point. Donc, il y a encore du boulot pour
pour les DG de boîtes qui nous écoutent, ou peut-être ceux qui sont proches de la retraite et qui se disent c'est pas moi qui vais gérer, je vais laisser ça d'ici 4-5 ans à ceux qui vont me succéder. Peut-être que non, il vaut mieux y réfléchir dès maintenant et ne pas forcément toujours attendre. Alors forcément, j'aimerais bien évoquer rapidement quel type d'indicateurs on peut suivre sur Zei quand on est dans une direction de marketcom. En quoi ça facilite ou ça peut faciliter notre quotidien? Pour la communication ? Ouais. Alors, des indicateurs, il y a plusieurs formes. Il y a les formes d'indicateurs à la Bicorp ou à la Ecovadis, qui sont des indicateurs qui sont pas vraiment alignés, harmonisables entre les différents référentiels, qui sont des indicateurs de moyens. Souvent, on va être sur des oui-non ou des cases à cocher, on appelle ça des semi-narratifs, par exemple, dans la CSRD. C'est qu'on propose des différentes options et en fonction de ce que je coche, ça va me donner un score. Ça, c'est plutôt bien pour initier une démarche et m'assurer que je mets en place les moyens et les politiques pour couvrir un petit peu tous les scopes de ma démarche RSE. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de commencer à maîtriser des valeurs chiffrées. Et là, on revient dans le sujet des valeurs absolues. Tant de CO2, tant d'énergie, tant d'eau, et ainsi de suite. Mais ça, encore une fois, ça sert pas à la com. Ce qui sert à la com, c'est de passer la troisième phase, c'est de faire mesurer des valeurs absolues pour trouver la bonne manière de le relativiser, parce que c'est cette valeur relative qu'on va pouvoir communiquer pour la rendre comparable entre deux entreprises qui n'ont pas forcément la même taille ou qui vendent pas le même nombre de produits final. Une direction com qui arrive à trouver un dénominateur commun, un indicateur relatif commun à l'ensemble de son secteur, pourra dire, écoutez, nous, on consomme tant d'électricité par service rendu, le secteur en est là, on est un peu meilleur. Et dans 5 ans, on aura baissé un petit peu cette intensité, on sera passé de 20 à 15, même si au final notre activité elle augmente, par service rendu, ça aura un petit peu baissé. Et c'est ça qui permettra de benchmarker les entreprises demain. Ok, donc à suivre sur ce côté-là. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour des TPE, PME qui n'ont pas encore démarré ou qui sont au tout début de leur démarche RSE? Sans dire bien sûr, venez sur Zei, ça on est d'accord. Alors le conseil que j'aurais, c'est d'éviter de commencer uniquement avec une approche ISO 26000, justement d'ouvrir des modèles avec 200 référentiels qui seront pas forcément sectorisés parce que on risque d'être noyé sans savoir un peu où donner de la tête. Moi, mon conseil, si on veut commencer de la bonne manière, c'est d'aller voir les politiques RSE, les rapports RSE des entreprises, petites ou grandes, mais du même secteur, pour identifier, en fait, quels sont les indicateurs et les enjeux sur lesquels ils insistent. Si jamais c'est un data center, est-ce qu'il va insister sur les matériaux, la durabilité de durée de vie des hardware et sur l'électricité. Si jamais c'est un transporteur de bus, il va sûrement insister sur les énergies fossiles et le climat. C'est peut-être une bonne idée. Si c'est une laverie auto, c'est plutôt l'eau, par exemple. Donc ça, c'est de faire un benchmark. Et de s'inspirer de ceux qui ont déjà financé des missions de conseil ou des accompagnements pour faire cette étape de choix des enjeux et de priorité des enjeux et de traduction d'indicateurs. Pour en profiter gratuitement, sachant que normalement vous avez les mêmes enjeux, les mêmes indicateurs que ceux qui sont dans le même secteur que vous. Normalement. Donc c'est une manière très facile de commencer sans coût et de commencer à mettre le nez dedans pour faire un premier diagnostic. Ça prend du temps, mais ça coûte pas forcément beaucoup d'argent. Ça coûte moins de temps que de faire des missions complètes dès le début, quoi. Ouais. Si je regarde un petit peu dans les sujets, tout à l'heure j'ai évoqué le webinar que j'ai suivi, qui était très intéressant sur cette dimension un peu plus sociologique, neurosciences, entre quid de l'innovation, la sobriété par rapport à ça. Est-ce que toi, tu as une vision, un souhait à partager là-dessus ? Peut-être pour résumer la conf, on avait un directeur RSE d'un grand groupe, Fabrice Bonifay, qui était pro sobriété à fond. Bon, de toute façon, il a raison, mais et pro évolution sociétale pour créer les bascules dont on a besoin. Là où Arthur Aubeuf, start-up de Team for the Planet, disait il faut
il y a aussi l'innovation, notamment technologique, qui peut nous y aider, notamment pour atteindre la sobriété. Donc on était tous d'accord sur la sobriété, le chemin c'était est-ce que c'est plus changement sociétal, ou est-ce que c'est plutôt changement technologique. On a besoin des deux. Alors si je vous avais invité les deux, c'est parce qu'en fait les deux ont raison et les deux ont tort en disant que l'autre a tort. En fait les deux ont raison. Après quel mix, est-ce qu'il faut 50-50, 40-60, je sais pas. Ce que je sais c'est que les changements sociétaux sont beaucoup trop lents, parce que l'humain, plasticité cérébrale, qui décroît au bout d'un certain temps, désolé pour les moins jeunes qui écoutent, et changer d'avis ou créer des nouvelles habitudes, c'est pas simple. Et en général, les changements. C'est la peur du changement aussi, de toute façon. C'est la peur, mais c'est aussi que changer, c'est dur. Changer des habitudes, ça consomme beaucoup d'énergie, plus que l'autopilote, le mode automatique qu'on a dans le cerveau. Et comme c'est dur, biologiquement, on préfère faire ce qui est facile, ne pas changer ses habitudes, garder ses repères. Donc les changements sociétaux, ils prennent du temps parce qu'ils se font sur des générations. Est-ce qu'on a plusieurs générations pour résoudre le problème climatique ? Moi, je pense que non. D'un autre côté, l'innovation technologique, c'est quelque chose qui prend aussi du temps parce que créer des innovations, c'est facile. Les mettre à l'échelle, et une échelle qui couvrirait demain 100% de la société, ça peut se faire que quand c'est économiquement viable. Et pour être économiquement viable, il faut atteindre une économie d'échelle suffisamment grande. Donc en fait, il y a un chemin extrêmement complexe pour passer de j'ai une super idée à en fait elle est partout dans le monde et ça peut être rapide dans certains cas, mais parfois ça ne règle pas le souci à cause de l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quand quelque chose devient tellement facile, tellement peu cher, tellement sobre en ressources qu'en fait on en fait 100 fois plus. Avant on envoyait des courriers papier, c'était super chiant, mais du coup on en envoyait peu. Les mails, à tout simplifier, ça pollue moins un mail qu'un courrier, mais sauf qu'en fait on envoie maintenant tellement plus de mails qu'au final on n'a pas résolu le problème. Non, notion de numérique responsable, on n'y est pas vraiment. On n'y est pas vraiment, et même si la question de savoir est-ce que le numérique a un impact positif ou négatif sur le climat et les ressources, j'ai une petite idée là-dessus, c'est pas si simple en tout cas. Donc des deux côtés, il y a des problèmes. Dans tous les cas, pour l'instant, on ne sait pas quelle est la bonne façon de faire parce que c'est la première fois dans l'histoire de la vie sur Terre qu'une espèce essaye de résoudre ce problème. Donc, on l'a jamais fait avant. Il faut tout tester. Après, est-ce que les deux vont suffire ? Une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il ne faut pas d'autres mécanismes ? Si j'avais la réponse, franchement, je serais devant l'ONU là. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est aussi chaque petit geste compte de toute façon, que ce soit nous en tant que consommateurs, en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'entreprise, en tant que collaborateur, salarié, de faire bouger des choses dans sa boîte. Si on n'arrive pas à convaincre le DG ou si le DG n'est pas lui-même déjà convaincu qu'il y a des choses à faire et qu'il faut le faire maintenant et non pas dans 5 ou 10 ans. Alors justement, peut-être toi en tant que DG de boîte, est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer ces prochains mois pour Zeil, là, vous rentrez de séminaire d'équipe? Nous, on continue notre développement, toucher de plus en plus d'entreprises en France, mais on veut accélérer sur les entreprises européennes parce que la France est un bel incubateur à Green Tech. Énormément. La France est plutôt en avance par rapport aux autres, pour toi? Sur les startups impact, oui, avec les pays nordiques. En fait, la France et les pays nordiques, on a un écosystème un petit peu à part, avec à la fois les gouvernements qui poussent pas mal, parce que notamment les citoyens sont assez engagés, les citoyens qui sont assez engagés et qui veulent mieux consommer, qui veulent voter ou faire un peu de pression pour plus de durabilité, et les entreprises qui ont un passé assez axé sur le social, parce que passé socialiste, il y a un historique en France qui fait qu'en fait et les manifestations qui font que côté social on n'est pas mauvais, on est plutôt très en avance, et cette avance et cette structure de la RSE côté social permet d'avoir de l'avance sur la partie environnementale et gouvernance qui vont avec. Et donc avoir le triptyque des pouvoirs publics, entreprises et les citoyens fait qu'on est capable d'avoir des innovateurs qui inventent des solutions, qui trouvent un marché côté B2C et B2B et qui sont soutenus par des acteurs publics, notamment BPI France par exemple, qui soutient énormément les Green Tech et qui font qu'il y a
20-30 ans, les Américains développaient des champions numériques et ils rachetaient les Français et ils s'imposaient en France. Là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a Blablacar, Licorne, on a Insect, on a Vestiaire Collective, on a Back Market, on a plein d'innovations comme ça qui sont françaises et ils mettent la fessée aux Américains parce qu'ils ont pris une avance folle. Et on arrive à prendre un peu notre revanche comme ça. Gringot côté banque aussi. Gringot ou Ecovadis, voilà, il y en a plein qui sont maintenant leaders mondiaux sur leur secteur. Et donc ça me donne un peu d'espoir sur le fait que la France pourra tirer son épingle du jeu. Et qu'en tant que start-up française, on a une longueur d'avance pour potentiellement aller équiper au maximum le marché européen. Et demain, moi j'aimerais bien aller équiper aussi le marché américain avant qu'ils inventent un genre de ZEI, mais RSE, pépère, on fait un petit peu de reporting extra-financier gentil et pas vraiment transformatif, quoi. Bon, c'est ce qu'on peut souhaiter à ZEI. Est-ce que tu as d'autres choses à évoquer ou est-ce qu'on peut passer à notre séquence classique de mes questions auprès de mes invités? Passons à la séquence classique. Alors, mon podcast se nomme Marqueur parce que je suis convaincue que le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises et que quand on fait les choses avec le cœur, eh bien, on embarque les gens plus loin. Ça t'inspire quoi? Marketing durable, alors oui, mais durable de manière plus globale, oui, parce qu'une entreprise durable, RSE, engagée et impact est plus compétitive qu'une entreprise qui ne l'est pas. Et si une entreprise est capable d'investir dans la durabilité, c'est qu'elle a la gouvernance en interne suffisante pour ne pas être paralysée par les problèmes court terme et arriver un petit peu à se projeter sur le moyen et le long terme. Et donc, dès le moment où une entreprise fait la durabilité, c'est à la fois une cause et une conséquence de sa bonne santé. Je sais pas si c'était clair, mais... Oui, non, mais d'où l'importance toujours de ne pas être que sur les objectifs de l'année prochaine ou de cette année en court-termiste, mais de voir aussi un peu plus long terme. Et c'est normalement le rôle aussi des marketeurs d'aller un peu au-delà dans de l'anticipation de marché. Donc je vois bien. Est-ce que tu aurais un éco-geste pro ou perso à nous partager? Quelque chose que vous faites ici dans les locaux? Vous êtes plusieurs boîtes, là il n'y a pas que ZEI ici aujourd'hui. Alors les éco-gestes, je pense que tout le monde a en tête les principaux. Il y en a un sur lequel je pense dont on n'a pas encore conscience de l'impact, c'est de manger moins de viande, notamment de moins de viande rouge. Il y a une stat moi qui m'avait pas mal marqué. C'est que si le monde entier devenait demain, du jour au lendemain végétarien, c'est la superficie de l'Amérique entière qu'on serait capable de reboiser, qu'on pourrait libérer. Parce qu'aujourd'hui, 70% de ce qu'on fait pousser sert à nourrir ce qu'on bouffe, ce qu'on mange. La sphère animale. Et donc ça occupe une superficie qui est titanesque. Et c'est cette superficie, si on arrivait à la libérer pour la renaturaliser de manière un peu naturelle, quoi, sans replanter des arbres à la main, faire la monoculture, mais vraiment laisser la nature la possibilité de se reboiser, de réoccuper l'espace. De se régénérer. Non seulement on baisserait énormément les émissions de GES qui sont liées à l'élevage en direct, on permettrait également de capter une quantité titanesque de carbone grâce à ces espaces qui vont se renaturaliser. Et ça donnerait une bouffée d'air, enfin en tout cas un bon tremplin sans réel sacrifice, parce qu'au final, entre manger de la viande et manger une alternative végétale, c'est pas un supplice, quoi. Voilà, on arrive à faire des trucs bons végétariens. Ça nous donnerait une bouffée d'air et pour pouvoir se donner un petit peu de marge sur d'autres sujets qui vont être plus complexes à transformer, comme par exemple transformer le système énergétique, qui va prendre des décennies, même s'il faudrait pas, ou les transports. Manger végétarien, c'est un truc qu'on va faire du jour au lendemain, qui coûte moins cher, donc qui fait du bien au porte-monnaie, et qui a un impact titanesque sur le climat, sur la biodiversité, tous les enjeux environnementaux et sociaux. D'où un gros sujet de transformation pour toutes les entreprises qui sont liées avec ces aliments-là. Parce que là, tu leur annonces globalement, demain, vous n'existerez plus. Ouais, mais je leur ai dit que dans tous les cas, ils n'auront pas le choix. Et s'ils développent maintenant des innovations durables, ça sera eux le champion du marché. Ils se transformeront. Donc, c'est à eux de se transformer. Est-ce que tu imagines un invité pour un futur épisode? Alors, chef d'entreprise, ou de manière globale. Oui, comme tu veux. C'est pas forcément chef d'entreprise. Ça peut être quelqu'un qui t'inspire et qui pourrait, à son tour, être inspirant pour les auditeurs. Il y a
un chef d'entreprise qui a lancé une boîte qui était vraiment en avance de phase, qui est toujours, bien sûr, en train de développer son entreprise. C'est Pierre-Yves Sanchi de YouMatter, qui a lancé à l'époque IRSE.net, qui était un des premiers médias RSE avant tout le monde. Et qui a, je pense qu'il a une expertise et un historique qui peut être assez intéressant à creuser. Moi, je suis encore un bébé de la RSE, j'ai 8 ans, mais il y en a qui sont, qui sont en place et qui ont vu des évolutions et qui pourraient peut-être témoigner sur la perception qu'avaient les grands groupes de la RSE, comment ça a évolué de manière un petit peu plus profonde que mon expérience. Ok, top. Et alors, toute dernière question, dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien de venir bosser pour Zaï? C'est bateau, mais c'est de savoir que ce que je fais au quotidien, ça sert à quelque chose. Moi, l'humanité a beaucoup de défauts, mais c'est quand même une expérience assez intéressante, sympa. Ça serait dommage qu'on soit la première espèce qui met fin à sa propre existence en ayant la capacité et la conscience de pouvoir l'éviter. Et si je faisais pas quelque chose qui a du sens et de l'impact, je pense que je me tomberais une bouteille de rouge tous les soirs pour m'endormir et déprimer. Là, c'est le fait d'être actif, d'être acteur et de savoir ce que je fais, parce qu'on le mesure, ça sert et que ça aide les autres entreprises et qu'on est tous dans le monde de l'impact dans un objectif commun et qui est l'objectif principal que l'humanité doit se fixer. Et rien de plus kiffant, quoi. Ouais. Et du coup, je te propose qu'on termine sur ce kiff-là, sur ton kiff, d'avoir un plaisir et une action et du sens à ce que tu fais au quotidien et pour les équipes aussi. Un grand merci, Noël. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.